Voici le deuxième volet que le dessous des cartes consacre au gaz de schiste. Dans un premier temps, nous avons étudié précisément cette technique d'extraction qu'on appelle la fracturation hydraulique. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir si les gaz de schiste modifient véritablement la géographie de l'énergie dans le monde. Voici une carte montrant où se trouvent dans le monde les bassins d'hydrocarbures de roche-mère, improprement nommés gaz et pétrole de schiste. On distingue les ressources estimées et les ressources non estimées, c'est-à-dire seulement probables, selon l'Agence américaine de l'énergie. Aujourd'hui, il n'y a dans le monde que les États-Unis qui exploitent les gaz de schiste à grande échelle, et ce depuis une dizaine d'années. Ce pays aurait les quatrièmes plus grandes ressources techniquement récupérables de gaz de schiste au monde, avec 18 800 milliards de mètres cubes. Donc allons voir de plus près. Voici les bassins d'hydrocarbures. Voici maintenant les principales zones d'extraction. Et parmi elles, on distingue, au Texas, Barnett et Eagle Ford, qui s'étend jusqu'au Mexique, entre le Texas et la Louisiane, Haynesville, entre la Pennsylvanie, l'Ohio, la Virginie occidentale et l'État de New York, Marcellus, dans l'Arkansas, Fayetteville, et dans l'Oklahoma, Woodford. La production de gaz de schiste a commencé aux États-Unis au début des années 2000, avec la maîtrise des techniques d'extraction. Et ce graphique montre que la production américaine a décollé au milieu de la décennie. Et aujourd'hui, plus de 200 000 puits de gaz de schiste seraient exploités, fournissant un tiers de la production américaine de gaz naturel. Alors cette production massive a entraîné la chute des prix du gaz sur le marché intérieur américain. En 2008, on était à 8,8 dollars par million de BTU, et début 2014, on était passé à 4,5 dollars. Alors, de cela, plusieurs conséquences. Les États-Unis ont amélioré leur sécurité d'approvisionnement énergétique. L'utilisation du gaz de schiste a contribué à réduire les émissions de dioxyde de carbone dans le pays. Avantage économique également, car il permet d'améliorer la compétitivité des industries américaines, très énergivores, par exemple dans la production d'engrais ou la fabrication d'aluminium. Et enfin, création de nouveaux emplois dans le secteur de l'extraction et dans l'industrie chimique. En somme, on le voit, tout serait pour le mieux. Sauf que l'impact économique est en fait assez local, sectoriel, et les gisements les plus rentables s'épuisent déjà. Et on a vu dans un premier volet les inconvénients majeurs liés tant à la fracturation hydraulique qu'aux émissions de méthane libérées par les gaz de schiste. D'ailleurs, on note que certains États américains sont restés en retrait. Les États de New York, de la Caroline du Nord, du Maryland ont décidé d'un moratoire sur toute exploitation. L'État du Vermont, en 2012, a totalement interdit la fracturation hydraulique. Et dans les États qui l'autorisent, qui sont en vert là sur la carte, il existe parfois à l'échelle locale des interdictions ou des moratoires. Et certains analystes, voyant à plus long terme, soulignent qu'avec cette exploitation, les États-Unis en fait pourraient prendre 10 ans de retard sur la question de la transition énergétique. Alors maintenant, allons voir ce qui se passe en Europe. En fait, on connaît mal l'état réel des ressources en gaz de schiste de l'Union européenne. Une des rares estimations est celle de l'Agence américaine de l'énergie. Les ressources techniquement récupérables s'élèveraient à 13 366 milliards de mètres cubes dans les 10 pays que vous voyez là sur la carte. Les plus gros détenteurs seraient la Pologne, avec 4 200 milliards de mètres cubes, et la France, avec 3 900 milliards de mètres cubes. Mais les politiques énergétiques ne sont pas communautarisées dans l'Union européenne, et donc chaque pays membre a pu décider d'exploiter, d'attendre ou d'interdire. Donc allons voir dans le détail. Parmi les pays qui ont ouvert la voie à l'exploration, on trouve la Pologne, où la première extraction à titre expérimental a eu lieu en juillet 2013 et où l'exploitation commerciale pourrait commencer en 2015. Mais les ressources réelles s'avèrent en fait moins élevées que les estimations de l'Agence américaine de l'énergie, et plusieurs groupes internationaux ont déjà mis fin à leur exploration dans le pays. Ensuite, la Roumanie, elle détient le troisième potentiel de l'Union européenne. Elle a levé son moratoire sur la fracturation hydraulique en janvier 2013. Plusieurs permis d'exploration ont été délivrés, notamment à l'américain Chevron, et la première extraction à titre expérimental a eu lieu
en avril 2014. Le Danemark, avec le quatrième potentiel de l'Union, envisage des tests de fracturation hydraulique en 2014, mais en voyant le gaz de schiste comme une énergie de transition, puisque le pays vise une production électrique 100% renouvelable à l'horizon 2050. Le Royaume-Uni, cinquième potentiel de l'Union, a levé son moratoire sur la fracturation hydraulique en décembre 2012. Le groupe Total a d'ailleurs annoncé en janvier 2014 le lancement d'un programme de forage dans la région des East Midlands, devenant ainsi le premier groupe pétrolier international à investir dans le gaz de schiste britannique. Il y a aussi la Suède et l'Espagne, où plusieurs forages exploratoires sont en cours. Voilà donc pour l'exploration. Maintenant, parmi les pays qui sont sous moratoire, on trouve les Pays-Bas et l'Allemagne, où la nouvelle coalition gouvernementale a convenu d'un moratoire sur la fracturation hydraulique. Enfin, il y a ceux qui ont interdit la fracturation hydraulique, et là on trouve la Bulgarie depuis janvier 2012 et la France depuis juillet 2011, interdiction confirmée par la présidence Hollande en septembre 2012 lors de la conférence environnementale. Donc on le comprend, au sein de l'Union européenne, la décision d'explorer et d'exploiter ou pas le gaz de schiste relève de la prérogative des États. Et l'Union, de toute façon, est très divisée sur la question. En janvier 2014, lors de la présentation du paquet énergie-climat, la Commission européenne a, contre l'avis du Parlement, renoncé à encadrer l'exploitation des gaz de schiste sur le territoire de l'Union sous la pression des lobbies énergétiques. Maintenant, allons voir la situation dans le reste du monde. Alors, beaucoup de pays, bien sûr, sont séduits par le succès américain. Par ordre d'importance, on trouve d'abord la Chine. Elle disposerait du plus gros potentiel de gaz de schiste au monde. Les forages ont commencé dans le pays et la production, qui atteint 200 millions de mètres cubes en 2013, pourrait être multipliée par 7 en 2014. Mais il y a plusieurs contraintes, notamment la rareté de l'eau dans ce pays. Derrière la Chine, l'Argentine. Elle détiendrait le deuxième potentiel mondial. Le gisement de Vaca Muerta, qui contient du gaz et du pétrole de schiste, est l'un des plus importants au monde. La compagnie nationale Yacimientos Petrolíferos Fiscales prévoit d'y forer 132 puits. Et en juillet 2013, YPF a signé un accord avec Chevron pour l'exploration et la production d'hydrocarbures non conventionnels. Cristina Kirchner, présidente de l'Argentine, estime que cet accord va non seulement permettre au pays de devenir autosuffisant, mais sans doute aussi de devenir exportateur d'hydrocarbures d'ici 2020. L'Algérie, déjà producteur majeur de gaz naturel, détiendrait le troisième potentiel mondial. En 2012, Alger a révisé la loi sur les hydrocarbures en vue d'attirer les investissements étrangers et de favoriser l'exploration et la production des hydrocarbures non conventionnels. La compagnie nationale, Sonatrach, envisage un premier test. Au Mexique, maintenant, sixième potentiel mondial, le gouvernement s'intéresse au gaz de schiste afin de relancer la production d'hydrocarbures. Quelques 60 000 puits pourraient être forés dans les 50 prochaines années, essentiellement par la compagnie pétrolière nationale, Pemex. Septième potentiel mondial, l'Australie, où les prospections ont commencé, et en 2012, la compagnie nationale Santos a annoncé qu'une première production avait eu lieu. Et puis enfin, il faut citer aussi le Canada, qui en fait exploite le gaz de schiste depuis le 19e siècle et où la production atteint 2 milliards de mètres cubes en 2012. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, les États-Unis pourraient devenir exportateurs nets de gaz d'ici 2020. Alors dans ce cas-là, les choses se dessinent déjà ainsi. Regardez sur le golfe du Mexique, en Louisiane, à la frontière avec le Texas, le terminal gazier de Sabine Pass. Il a été inauguré en 2008, servant initialement pour regazéifier le gaz naturel liquéfié, le GNL, importé aux États-Unis. Il est détenu par le groupe Cheniere Energy Partners, qui aujourd'hui inverse la tendance pour transformer ce terminal pour l'exportation de GNL à base de gaz de schiste.
En 2013, un premier contrat d'achat a été signé entre Cheniere et l'opérateur gazier britannique Centrica sur 20 ans à compter de 2018, ce qui veut dire qu'à l'avenir, le gaz de schiste extrait aux États-Unis pourrait traverser l'Atlantique sous forme liquéfiée à bord de méthaniers géants. Or, la Russie redoute justement ces exportations américaines de GNL vers le marché européen, puisqu'elle fournit 24% du gaz importé par l'Union, qui transite par les gazoducs Nord Stream et Yamal Europe, que vous voyez là sur la carte. Alors, les exportations américaines pourraient également changer la donne sur le marché asiatique. Le Japon est le premier importateur mondial de GNL et il paye son gaz 4 fois plus cher au Qatar. Donc Tokyo pourrait parfaitement être en position de changer de fournisseur. Alors ce succès américain dont on vient de parler est-il transposable en Europe? Eh bien non, d'une part parce que la composition géologique des sols est différente et donc l'extraction est plus compliquée en Europe. Deuxièmement, les ressources sont moins abondantes, donc les investissements qui sont considérables seront moins rentables. Et puis les territoires sont plus urbanisés, donc ils sont plus exigus. Et puis dernière chose, le droit minier aux États-Unis est tout à fait différent du droit minier en Europe. Un Américain qui est propriétaire de son terrain est également propriétaire de son sous-sol. Il peut donc parfaitement décider de mettre en location pour l'exploitation de son gisement de gaz de schiste. Alors sur cette question complexe des gaz de schiste, vous pouvez lire utilement la revue Questions internationales de février 2014, Énergie, les nouvelles frontières.